invités, ils sont là. J'ai l'honneur de vous présenter Armel Dosso-Kago. Vous le connaissez très bien, c'est un habitué de ce plateau. Bonjour Armel. Bonjour Roch. La pleine forme? Oui, ça va. Meilleur vœu à vous? Vœu réciproque. D'accord. Apparemment, vous n'aimez pas qu'on vous forme les vœux? Pas du tout. D'accord. Mais au moins, vous avez reçu les vœux de Ramou. Ben oui. Que vos projets soient exaucés. Laissez cette histoire de vœux là. D'accord. Oui, il est syndicaliste. Hein. Oui, et puis Armel reste Armel. Hein, voilà. Voilà, tout à fait. En face de Armel, nous avons M. Condé Ogouchina. Il est ancien directeur de la Radio Nationale du Bénin. Bonjour. Bonjour. Modère. Bonjour Roch. Vous avez bien fêté aussi? Ça va, je rends grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Très bien. Vous, au moins, vous ne refusez pas les vœux. Non, non. À vous, hein. Bonne année à vous et à tous les téléspectateurs de BB24 et de l'Opinden en particulier. Merci beaucoup bien. et vous êtes très bien habillé. Dites Je vous merci en à prie. votre styliste. Merci. Oui, tout à l'heure au téléphone, nous aurons le professeur titulaire des universités en gestion. Il s'appelle Emmanuel Roncourt. Nous allons le recevoir au téléphone tout à l'heure pour participer à cette émission sur la thématique réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. Pour quelle efficacité, Alain? Eh oui, l'efficacité, qu'est-ce que c'est? L'efficacité sera-t-elle au rendez-vous de mise avec cette réforme qui fait que désormais, depuis d'ailleurs le 1er janvier dernier, le 1er janvier étant en férié, donc depuis le 2, et puis donc disons aujourd'hui lundi, voilà, ce lundi 4 qui est le jour officiel, donc cette réforme va prendre corps, les fonctionnaires, les travailleurs de l'administration publique et peut-être pourquoi pas privés également vont se retrouver à sortir à 17h30 au lieu de 18h30. Alors, dites-nous, Monsieur Ogouchina, tout de suite, qu'est-ce que ce type de réforme vous inspire? Je crois que c'est une réforme qui est attendue, qui était attendue en réalité, parce que je me souviens qu'en 2015 déjà, il y avait eu des études et un certain nombre d'activités qui ont été menées dans le cadre de revoir les horaires de travail dans l'administration publique. Donc pour moi, c'est une suite logique d'un certain nombre de choses qui se préparaient depuis un certain temps, qui consiste à revoir l'horaire de travail. Donc je suppose que l'horaire que nous avons adopté jusque-là pose problème, parce qu'on ne change pas pour changer. D'accord. Quand on veut changer, c'est parce qu'on veut améliorer les choses. On Très bien. veut avancer. Nous allons voir si ce qu'on a changé va améliorer. Mais qu'est-ce qui peut avoir suscité ce changement, cette amélioration dont vous parlez? Bon, j'ai vu circuler comme ça sur les réseaux sociaux une étude qui a été réalisée en prélude au changement des horaires. Et j'ai retenu quelques points dans cette étude. J'avoue que j'avais lu ça en diagonale. Je ne savais pas que je serais sur un plateau pour en parler. Autrement, j'aurais pris mon temps pour approfondir un certain nombre de choses. Mais l'étude indique que ça apporte un gain substantiel d'économie et en termes de milliards. De ce que j'ai lu, donc économie, on va économiser l'électricité, on va économiser l'eau. Il va y avoir une meilleure qualité de vie du personnel agent public et donc cela prédisposerait à avoir de bons rendements. C'est ce que j'ai lu dans l'étude et l'étude a dit, et un communiqué de la ministre la dernière fois dit que ça permettrait d'avoir une vie familiale un peu plus épanouie. Donc les parents auront la chance, la possibilité d'être un peu plus avec leurs enfants, suivre un peu les enfants dans les études, faire un peu de loisirs aussi avec les enfants, donc une vie familiale un peu plus épanouie. Bon, donc voilà, j'ai pas fait d'autres études, j'ai pas vu d'études contraires, donc je m'en tiens à cette étude-là qui a été publiée, à ces résultats qui ont été portés à la connaissance du public avant que le gouvernement n'entérine sa décision du 9 décembre dernier. Voilà. Et le 23 décembre dernier, Alain, si vous permettez, je lis le communiqué qui dit ceci. Le ministre du Travail et de la Fonction publique communique conformément aux dispositions du décret 2020-577 du 9 décembre 2020 portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique et pour compter du 1er janvier 2021,
Les nouveaux horaires de travail sont les suivants sur toute l'étendue du territoire national. Matin, 8h à 12h30 minutes. Pause, 12h30 minutes à 14h. Après-midi, de 14h à 17h30 minutes. Tous les agents publics sont en conséquence invités au respect scrupuleux de ces nouveaux horaires. Et c'est la ministre Adjat Matitz qui a signé ce communiqué. Armel Dossou-Kago, excusez, vous avez eu également connaissance de cette décision qui a été prise en tant que syndicaliste. Est-ce que vous pensez que cette décision de revoir les horaires de travail est la bienvenue? Oui, mais comme vous le dites, moi je suis syndicaliste, donc ce qui m'intéresse, c'est les conditions de vie et de travail des travailleurs. Ce n'est pas que cette décision soit opportune pour le gouvernement, ce n'est pas voilà mon problème. Le gouvernement, c'est d'ailleurs le gouvernement qui a pris sa décision, donc il aurait plutôt pris sa décision en toute connaissance de cause. Pas pour lui, mais pour comme vous le dites, le bien-être de vos syndiqués. Ce que ça apporte à l'État ne m'intéresse pas, c'est ce que ça apporte aux travailleurs qui m'intéresse, c'est tout ce que je veux dire. Alors, ce que ça apporte aux travailleurs, il y a une chose qu'il faut déjà reconnaître. La première chose, c'est que les réalités ne sont pas les mêmes dans les villes que dans les milieux un peu plus reculés, si vous voulez. Et d'ailleurs, je crois que c'est Cotonou et Calavi seuls qui partagent la même réalité au Bénin. Même Porto-Novo, Parakou et les autres grandes villes ne partagent pas la même réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut intégrer le fait que dans les autres villes, à part Cotonou et Calavi, les gens rentrent à midi pour aller manger à la maison et reviennent. Ils n'ont pas l'habitude des cantines et des restaurants. Donc, eux, contrairement aux gens de la ville, ils ont besoin de 1 heure au moins ou 1h30 pour rentrer chez eux, se faire manger, se préparer et revenir au boulot. Ce qui n'est pas le cas des gens qui sont en ville, qui auraient voulu aller manger rapidement quelque part à côté et revenir au boulot. Mais même dans ce cas, le problème qui se pose, c'est que tout le monde n'a pas de cantine au niveau de leur boulot. Et donc, ils sont obligés de se déplacer d'une manière ou d'une autre, d'aller manger, de revenir, de prendre une petite pause avant de travailler. Ça a dû influencer beaucoup la décision parce que si je suis allé dans ces détails, c'est d'abord pour dire que ça a été une décision participative. Les syndicats ont été associés, je ne dirais pas associés, mais ont été consultés d'une manière ou d'une autre. L'équipe technique qui a fait le travail d'étude sur le terrain a discuté avec la plupart des syndicats. Et après, lorsque le rapport était prêt, le gouvernement a vulgarisé le plus possible le rapport. Ce qu'on peut retenir, c'est que la plupart de ceux qui ont été consultés ont souhaité une journée continue. Mais lorsque vous prenez la journée continue, il fallait tenir compte des réalités que je venais de citer un peu plus haut, c'est-à-dire l'heure de pause, on ne peut pas faire 30 minutes de pause pour les raisons que je venais de citer. Tout à fait. Mais le gouvernement a décidé, donc globalement, prendre une décision qui arrange tout le monde, qui est de 1h30. C'est l'explication qu'on a eue des sources proches de la décision après, parce que comme je vous l'ai dit, de la consultation, ce qui était prévu, ce qui a été largement partagé, c'était d'avoir une journée continue. La deuxième chose, c'est que on a évoqué la question des partenaires techniques et financiers qui en réalité travaillent et prennent 1 heure de pause et travaillent à partir de 14 heures. Et entre 14 heures et 15 heures, s'ils ont des choses importantes à faire, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur dans l'administration publique. Donc il fallait tenir compte aussi de ça. Donc l'un mis dans l'autre, ça a été la plupart des choses qu'on a dû prendre en compte pour prendre la décision. Maintenant, en ce qui concerne les travailleurs, c'est déjà bien. Comme le dit un ami, c'est en allant qu'on s'en va. Si on est parlé de 18h30 à 17h30, c'est-à-dire qu'on peut toujours venir à 16h comme beaucoup le souhaitent actuellement. Et il y a un point important, c'est que le gouvernement a décidé de mettre en application ça d'abord et de prendre une période d'essai, d'évaluer après et de savoir s'il faut revoir ou il ne faut pas revoir. Donc il y a une chance pour que l'on revienne à 16h comme beaucoup le souhaitent d'ailleurs. Maintenant pour les travailleurs, je crois quand même que c'est une très bonne chose parce que déjà les 2h30 de pause, c'est beaucoup. Et après, dans la suite de la journée, vous n'êtes pas efficace sur le travail. Et non seulement ça, le fait de quitter le boulot tard joue beaucoup sur la vie familiale, comme vous le dites. Il y a plein de choses, il y a les enfants, il y a la vie familiale. Il y a des gens qui ne connaissent pas souvent leurs enfants. Et connaître, je ne parle pas de se voir physiquement, mais connaître dans le fond les enfants pour savoir leur personnalité. Parlant justement de la vie de famille, Monsieur Koundé, dites-nous, il y a par exemple des sociétés, des entreprises d'État
qui ne sortent qui ne sortent pas à 17h ou à 18h30. Il y a des gens qui sortent à 21h, à 22h. Si nous prenons le cas des entreprises de presse, par exemple, est-ce que cette décision arrange les travailleurs de ces sociétés? Bon, il faut avouer qu'on parle d'agents publics pour ce qui est de la décision. Et donc, si on veut parler de façon triviale, il s'agit de fonctionnaires. Tout à fait. Et donc, si vous êtes dans le domaine de la presse et que vous n'êtes pas agent de l'ONIP ou de l'ABP, qui sont les structures de presse de l'État, vous n'êtes pas concerné par cette décision. Vous continuerez à travailler comme vous voulez. Après, ça pourrait vous créer quelques problèmes si vous devez interagir avec l'administration, puisque l'administration aurait modifié son horaire. Et donc, si vous avez envie, vous, d'aller dans l'administration à 18h, vous ne pourrez plus le faire. Vous êtes obligé de revoir vous-même votre horaire de travail. Donc, ça va avoir une influence sur les agents du privé, même si cette décision ne s'applique pas aux agents du privé. Pour revenir plus spécifiquement à votre question sur de la presse et la vie familiale, c'est vrai que rentrer un peu plus tôt, effectivement, ça permet aux uns aux autres, comme le dit Armel, de connaître les enfants. les enfants. Donc, de vivre avec eux, de partager leur joie, de partager leur peine, de les découvrir davantage. Parce qu'il arrive souvent que quand les établissements appellent les parents et se plaignent d'un comportement de leurs enfants, ils sont tous étonnés. Ils disent, mais non, je ne retrouve pas mon enfant à travers ce que vous dites. Ils sont surpris d'entendre les choses à propos de leurs enfants. Quelquefois horribles. Ça veut dire que quelquefois l'éducation des enfants échappe aux parents. Ce que les parents voient le matin ou le soir quand ils rentrent, ce n'est pas la réalité. Il faut rester avec les enfants, il faut vivre, il faut les découvrir, il faut les tester pour les connaître davantage. Et donc, sans doute que cette décision permettra aux parents de passer plus de temps avec les enfants, de les découvrir et de corriger ce qu'il faut corriger avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, est-ce que cette décision implique que les enfants aussi commencent à sortir à 17h30? Il faut avouer que la décision est muette là-dessus. Et pour moi, je pense que ça fait partie des faiblesses de la décision, qu'on aurait pu faire une réforme plus générale, plus globale. De sorte qu'il y ait un alignement des horaires au niveau des agents publics, donc dans la fonction publique et dans l'administration publique, et également au niveau des établissements publics, des collèges, lycées et autres. Je sais qu'il y a beaucoup de collèges, de lycées déjà qui, notamment de privés, qui ont des horaires aménagés, qui travaillent en continu, sortent à 15h ou à 16h pour d'autres. Et il y a eu par le passé, si vous vous en souvenez bien, un communiqué de ministre qui leur demandait rappeler que les horaires sont connus, il faut se conformer à la réglementation en vigueur, sauf à obtenir une dérogation spéciale. C'est ce que le communiqué du ministre avait dit entre-temps. Donc, le ministre de l'enseignement secondaire, qui avait passé ce communiqué-là. Donc, cette réforme-là, en principe, parce que quand vous regardez le fonctionnaire, en réalité, il est aligné sur l'horaire également de ses enfants. Les gens, ils quittent la maison ensemble avec les enfants. Et qui vont les déposer à l'école. Ils attendent le soir à 19h en sortant du bureau. Et donc, s'ils doivent sortir à 17h30 et que les enfants sortent à 19h, ce qu'on veut régler, on pourrait ne pas le régler. Les parents sont obligés d'attendre on ne sait même pas là où ils vont attendre dans leur voiture, les restaurants, aux abords des écoles. Ou bien ils vont continuer par rester au bureau en travaillant, ce qui va créer des heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires, le gouvernement pourra-t-il les payer? Non, il n'y a pas d'heures supplémentaires quand on ne vous demande pas de faire ce travail. Ici, c'est de votre propre chef que vous restez au bureau. Il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Et le cas que vous évoquez, justement, c'est parce que le parent ne sait pas où aller qu'il reste au bureau. Et donc, il n'a pas droit aux heures supplémentaires. Il faut être direct là-dessus. Si la loi, la décision qui est prise reste muette, comme l'a dit M. Ogouchinan tout à l'heure, sur le cas des établissements scolaires, à quoi bon avoir pris cette décision si tant est qu'on dit que c'est pour permettre aux parents, aux travailleurs, justement, de mieux s'occuper de leurs enfants? D'abord, il faut faire la part des choses. La première chose, c'est que vous voyez à des moments donnés à travers les personnalités, les décisions qu'ils prennent. Vous avez vu lorsque le ministre de la Famille a pris
le ministre de la fonction publique plutôt a pris la décision, elle a parlé de la vie familiale. Et lorsque vous voyez la personnalité, vous comprenez. Dans le même temps, lorsque vous voyez les décisions du ministère de l'enseignement secondaire, faites un feedback sur les décisions des 30 heures ou du port de kaki, vous comprenez qu'il y a un peu d'agitation autour pour ne pas être trivial. Donc, je crois quand même que ce n'est pas à tenir compte de ça et il aura le temps de changer comme d'habitude. Donc, en ce qui concerne les écoles, je disais tantôt qu'il faut faire la part des choses parce que déjà, à la maternelle, les enfants sortent à 16 heures, je crois bien. Et au niveau du primaire, les enfants sortent déjà à 17 heures. Le problème se pose spécifiquement au niveau des établissements secondaires. Et j'ai discuté avec un syndicaliste enseignant qui me disait que ce qui est prévu, c'est qu'il doit avoir une harmonisation progressive. Et donc, étant donné que ceux qui enseignent au niveau de l'enseignement secondaire sont aussi des fonctionnaires, la décision doit pouvoir s'appliquer à eux. Peut-être pas à l'instant, mais qu'il y aura un réaménagement progressif où on va essayer d'harmoniser la décision à tous les secteurs. D'accord. C'est vrai que les emplois du temps, comme on dit, ont été élaborés en début d'année. Ce n'est pas facile à un censeur de devoir tout réaménager pour s'adapter à la nouvelle donne. Et donc, sans doute qu'on va rester sur ces horaires-là, peut-être jusqu'à la fin de l'année scolaire, quitte à adopter de nouveaux horaires. D'accord. De toute façon, à la rentrée prochaine. En l'état, c'est déjà pas mal parce que les parents vont sortir avant les élèves et ils vont chercher les élèves. C'est déjà pas mal. C'est mieux que les enfants sortent et traînent dehors dans la cour, ce qui est un peu plus grave, et qu'après les parents sortent quand l'élève sort à 17h30 ou à 17h par exemple, le parent doit sortir à 18h30. Ça fait 1h30 que l'enfant met du temps à se balader, même parfois à 19h ou parfois même à 20h quand ils prennent du temps au boulot pour aller chercher les enfants. Aujourd'hui, au moins, on est sûr quand même que ça va être, c'est déjà un peu proche de la sortie des enfants. Le problème est à moitié réglé. Mais comme on le dit déjà, il faut aller rapidement vers l'harmonisation ou même améliorer pour qu'à 16h, les parents sont dehors, plus tard à 17h, les enfants aussi sont dehors. D'accord. C'est votre souhait. Nous allons voir, est-ce que c'est aussi le souhait des parents à qui nous avons tendu notre micro dans la ville de Cotonou. Nous allons voir avec la complicité de la régie et justement découvrir cette Vox Pop pour voir les réactions des parents. Par rapport aux nouvelles horaires de travail, j'ai compris que le gouvernement a fait un effort très louable. Dans la mesure où le personnel va quitter le boulot très tôt et je pense qu'il y aura la stabilité au niveau des foyers parce que parfois les gens quittent tard, on se cache derrière le travail pour dire que c'est par rapport au boulot et la stabilité au niveau du foyer, ça pose problème. Ce que l'État aussi va gagner, c'est par rapport à l'énergie électrique. Vous savez, quand on reste tard au bureau, on abuse de l'énergie électrique. Je pense que l'État va en tirer profit à ce niveau-là. Au Mali, les gens sortent à 14h. Dans d'autres pays, c'est 16h. Moi, quand j'ai entendu parler de réaménagement des heures de travail, je me suis dit, voilà, peut-être on va suivre l'exemple du Mali où que tout au moins va nous permettre de sortir à 16h. 17h30, c'est 1 heure seulement de différence. 1 heure avec le go-slow, le trafic, la circulation. On se retrouvera chez soi autour de 18h, 18h30. Est-ce que ça permet vraiment de faire autre chose avant la nuit? Je ne pense pas. Mais si on nous avait permis quand même carrément de supprimer la pause de midi, qu'on travaille ou que ce soit une pause de 30 minutes, le temps qu'on se restaure et qu'on vienne continuer, qu'on nous permette de rentrer plutôt à 14h, 15h, comme ça, on pourra faire autre chose. On pourra faire beaucoup d'autres activités. Le fonctionnaire va cesser d'être seulement celui qui attend l'État pour manger. Il peut mener d'autres activités génératrices de revenus. Je peux avoir un bar que je vais aller ouvrir après la sortie, vendre quelque chose. Je peux avoir une boutique ou m'investir dans d'autres activités. Vraiment, je pense que mon souhait, c'est que l'État fasse un peu plus dans ce sens. Ce n'est qu'un décalage qu'ils ont fait. Moi, j'aurais souhaité vraiment que si on pouvait faire encore d'autres réaménagements pour que la sortie puisse être à 17h, ça va plus arranger les femmes. Oui, parce que les femmes souffrent trop.
nous tous, nous venons au service, hommes comme femmes, mais quand on rentre, c'est la femme qui se charge encore du ménage. Premier avantage, on rentre vite pour voir les enfants, voir nos épouses. Deuxième avantage, c'est qu'il aura une fluidité dans la circulation. Parce qu'avant, tout le monde sort à 18h30 et il a l'embouteillage. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Seulement qu'il y a un côté qu'on aurait pu faire un clin d'œil, j'allais dire, aux musulmans. Parce que, comme vous le savez, le vendredi, c'est un jour de fête également pour les musulmans. Vous voyez? Et nous prions, il y a une prière qu'on fait les vendredis. Et c'est à l'heure de pause. Vous voyez? Et maintenant, ça a été revu. C'est vrai que beaucoup de mosquées prient maintenant à 13h, mais ça ne suffit pas. Le musulman n'est pas à l'aise de faire sa prière de vendredi parce qu'il est pressé de retourner au service. Vous voyez? Donc, à ce niveau, le vendredi, on pourrait faire une journée continue et finir à 13h pour permettre aux gens de prier et rentrer chez eux. Voilà, la moisson a été bonne. Hein? Les fonctionnaires, on a entendu, d'aucuns estiment qu'il faut revoir encore ces nouveaux horaires afin de permettre aux fonctionnaires de vaquer à d'autres occupations. Certaines femmes estiment qu'il faut ramener les heures de sortie à 17h ou à 16h pour leur permettre de mieux s'occuper des tâches ménagères. Il y aurait fluidité de la circulation, si on le faisait également, estiment d'autres. Est-ce que les différentes positions avancées là vous convainquent? Non, on a abordé un certain nombre de préoccupations déjà, mais je souhaiterais revenir au moins sur deux. Oui. La question de la fluidité de la circulation ne me paraît pas quelque chose d'aussi évident que ça, parce qu'on va déplacer le problème. Pourquoi il y avait embouteillage? C'est parce que la plupart des fonctionnaires sortaient à 18h30. Si la plupart des fonctionnaires sortent aujourd'hui à 17h30, on va déplacer juste le problème. Et donc, cet argument ne me paraît vraiment pas aussi évident, aussi soutenu que ça. On est lundi et on aura le temps de voir. Peut-être ce soir déjà, ça, on verra est-ce que la circulation est un peu plus fluide que d'ordinaire. On aura rapidement le temps de le constater. Mais au moins jusqu'à 19h, la circulation pourrait être fluide si tout le monde sort à 17h30 et que oui, l'on c'est ce qui se passait l'année dernière, que jusqu'à 20h, 21h30, ça se fluidifie. Ça se fluidifie. Donc, 2 heures après la sortie des bureaux, plutôt après la sortie des bureaux, on constate que la circulation se fluidifie déjà. Donc, moi, je pense que cet argument ne tient pas la route, mais on ne peut rien attendre. Déjà aujourd'hui, ce soir, on verra un peu plus clair. Sauf que quand vous sortez à 18h30, vous rentrez peut-être à 20h ou à 21h. Cette fois, si vous sortez à 17h30, vous pouvez rentrer à 19h ou à 19h30. Oui. C'est vrai que vous mettrez quand même le même nombre, le même temps. Oui. L'intérêt ici, c'est que vous rentrez un peu plus tôt. Un peu plus tôt, c'est tout. Mais l'embouteillage, ne l'évitez pas. Après, la deuxième chose, c'est la question religieuse. C'est vrai que ça fait partie des questions sensibles quand on les aborde et que d'autres pays, effectivement, ont réglé ça. Au Niger, par exemple, les vendredis, les gens, ils ont aménagé d'autres types d'horaires pour les fonctionnaires qui sortent tôt, je crois, à 13h, et donc ça leur permet. Ils ne reviennent plus au bureau. Ça leur permet justement d'aller à leur office religieux, d'aller prier et tout le reste. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans les éléments d'aménagement à apporter peut-être à cette nouvelle décision qui est en phase expérimentale. Et donc, il faut évaluer tout ce qui a été fait lors de la phase expérimentale, ça fait partie des arguments que les uns et les autres pourraient apporter et qui pourraient décider les autorités à revoir un certain nombre de choses. Mais étant donné que nous ne sommes pas dans un État islamique, est-ce que cela ne pose pas de problème? Les autres religions aussi peuvent réclamer. Il y en a qui vont prier dans les églises à des heures données. J'entends bien votre inquiétude. C'est d'ailleurs pour cela que je dis que ça fait partie des questions sensibles. Les questions religieuses que... Même si on présuppose que les dimanches,
sont consacrés aux chrétiens et que le dimanche, en réalité, c'est le jour du vaudou pour les religions endogènes traditionnelles, ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui que les mardis et même mercredis, vous voyez dans certains temples, les gens se réunissent et ils sont en train de louer Dieu. Donc vous voyez ce que je veux dire. Moi, je voudrais poser une question à Armel. Dites-nous, il y a un intervenant qui dit, par exemple, que si l'État avait aménagé l'heure de sortie à 16 heures, cela permettrait au fond aux travailleurs de vaquer à d'autres occupations que d'attendre le salaire de l'État. Que vous inspire une telle assertion? En réalité, on a aménagé pour que les gens se reposent, pour qu'il y ait plus de rentable, enfin, qu'ils se montrent un peu plus productifs pour l'État, pour qu'ils se reposent, qu'ils aient une bonne santé et tout le reste. Et ce n'est pas pour qu'on aille faire d'autres activités, ce n'est pas pour qu'on aille se trouver d'autres sources de revenus. Sauf que l'État ne donne pas ce qu'il faut. Parce que l'État qui donne 40 000 ou 50 000 francs à un fonctionnaire à Cotonou, l'État là est un État irresponsable. Et l'État, si cet État parle de corruption, cet État parle d'un agent qui serait allé travailler ailleurs pour gagner de l'argent, cet État n'est pas un État responsable. Parce que nous tous, nous savons que personne ne peut vivre à Cotonou, même si vous avez 2 enfants avec 50 000 francs comme salaire, 60 000 francs comme salaire. L'État béninois ne donne pas le salaire qu'il faut et donc l'État béninois ne saurait se plaindre du fait qu'on est allé chercher. C'est une question de survie. Évidemment, aujourd'hui, vous constatez que ceux qui sont à un certain niveau, au niveau de l'État, on a aménagé leur salaire, on donne des salaires aujourd'hui astronomiques dans la caisse de l'État. Et c'est dans cette même caisse qu'on dit qu'il n'y a pas de l'argent et que d'autres doivent serrer les ceintures au point de se faire couper la taille ou la hanche, je ne sais pas. Donc, mais est-ce que ce n'est pas en tenant compte de ça, justement pour éviter que le travailleur se donne à d'autres activités plutôt que d'être rentable au service, soit fatigué, que l'on a maintenu l'heure de sortie à 17h. Et n'oubliez pas, une expérience a déjà été faite au temps de la Révolution. On a constaté que les fonctionnaires abandonnaient le travail et se retrouvaient au Nigeria pour le commerce, et cela a négativement agi sur les performances économiques. Est-ce que ça ne répond pas justement à ce qu'Amel disait? Si l'État payait un salaire conséquent aux gens, ils ne vont pas aller chercher ailleurs. Dans ce que vous dites, il y a 2 choses. La première chose, il faut dire que l'heure de travail par jour, c'est 8 heures. Oui. Il faut pouvoir respecter ces 8 heures. Donc, quand vous parlez d'aménager à 16 heures tout le reste, vous devez tenir compte de ces 8 heures-là. Comment on fait pour qu'on puisse avoir une pause? Parce que quand vous ne donnez pas la pause du midi, c'est que vous faites dans la tricherie aussi. Parce que vous savez que les gens doivent aller manger. Et si vous ne leur donnez pas la pause, c'est que vous êtes en train de tricher parce que vous savez qu'en tout cas, ils vont laisser le travail en ce moment-là et aller manger. Donc, vous êtes obligé de donner cette pause. Deuxième chose, vous ne pouvez pas compresser ces 8 heures parce que ça fait un manque à gagner pour l'État. Nous ne pouvons pas dire que l'État ne paie pas bien et en même temps amener l'État, encourager l'État à prendre des dispositions qui ne vont pas lui permettre de gagner plus de sous. Et donc à partir de ce moment, nous devons respecter les 8 heures de travail. Mais l'autre chose, pour régler le problème, il faut que l'État commence à payer un salaire responsable et raisonnable aux fonctionnaires. C'est tout. Dès lors que l'État fait ça, l'État pourra dire: vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. D'accord. Mais en temps normal, aujourd'hui, est-ce que l'État est fondé? L'État a la légitimité qu'il faut pour dire à un fonctionnaire de l'État ne va pas faire quelque chose d'autre? Je dis non. D'accord. Merci Armel. Nous sommes déjà en ligne avec le professeur Emmanuel Roncon. Il est professeur titulaire en gestion. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes en direct dans cette émission matinale Nopinda. Nous parlons, vous le savez, du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. En tant qu'économiste et gestionnaire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision qui a été prise? Ok, merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette belle initiative d'opiner sur des faits de société. Oui. Je pense que le réaménagement de temps de travail participe, n'est-ce pas, de l'alignement entre la vie professionnelle et la vie familiale. Je voudrais donc saluer cette initiative du gouvernement de ce pays et en ce qui concerne, n'est-ce pas, cette réforme qui est faite, n'est-ce pas, dans l'administration publique. Alors, monsieur le journaliste, il faut remarquer que lorsqu'on regarde autour de nous, il n'y a que le Bénin seul qui a une pause de 2h30 minutes. Et donc, il suffit réduire à 1h30 minutes. Alors, le gouvernement a finalement compris
que le temps est une ressource clé et dont l'usage rationnel va nous permettre, n'est-ce pas, d'accroître la productivité des travailleurs. Mais les autres pays sortent à quelle heure? Les autres pays, je peux vous donner quelques exemples si vous le voulez. Oui, allez-y. Autour de nous, il faut remarquer que nous avions au moins 6 pays qui observent une pause juste de 30 minutes. Vous avez peut-être le Burkina, le Mali, la RDC, le Gabon, le Centrafrique, le Tchad. Et là-bas, c'est 30 minutes. Vous avez au moins 4 pays qui observent une pause d'1 heure. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana à côté. Et puis au Niger, tout près ici, ils observent une pause d'1h30. Et puis vous avez au moins 2 autres pays, le Togo à côté, qui observe une pause de 2 heures, Togo et Madagascar. Et puis vous avez d'autres pays qui ont opté pour, n'est-ce pas, des journées continues de travail. Donc ce qu'il faut remarquer, je voudrais vraiment qu'on comprenne un peu la décision, parce que le Bénin, pour l'instant, dispose ni de l'or ni du pétrole. Et donc c'est n'est qu'en travaillant vraiment sur cette variable clé-là que nous pouvons vraiment aller de l'avant. La nature, pour l'instant, ne nous a pas encore révélé, n'est-ce pas, nos ressources de sous-sol. Et moi, je pense que l'usage rationnel du temps pourrait vraiment nous permettre vraiment d'atteindre les objectifs de rentabilité de croissance. Moi, je pense qu'on peut faire d'abord confiance au gouvernement pour vraiment faire l'expérience en gardant vraiment cette réforme qui est proposée. Mais est-ce que vous pensez que le travailleur gagne concrètement quelque chose? L'objectif aussi est dit, c'est pour permettre justement aux travailleurs d'être en famille, de partager sa vie familiale avec ses enfants, sa femme, etc. Mais est-ce que vous pensez que cet objectif-là serait atteint? Bien sûr, monsieur le journaliste, le travailleur d'abord a toujours le souci de concilier la vie professionnelle avec la vie familiale. Le travailleur doit suivre les enfants. D'accord. Donc, suivre les enfants suppose la présence des parents à la maison. D'accord. Avant la réforme, regardons un peu ce qui se passe avant la réforme. Avant la réforme, la sortie des parents était théoriquement à 18h30. Et puisque le travail n'a pas démarré à 15h00, certains travaillent jusqu'à 20h, voire même 21h. À ce moment, les petits-enfants, les scolaires de l'école primaire, quand ils rentrent à cette heure-là, fatigués, ils dorment. Les parents qui rentrent à 20h, 21h n'ont pas le temps vraiment de suivre l'apprentissage des leçons. Le parent n'a pas le temps de suivre les enfants, de voir si après le repas, l'enfant a eu le temps vraiment de travailler un peu lui-même. Donc l'encadrement manque. D'accord. Voilà ce que le travailleur gagne ici. D'accord. C'est très important. Ok. Vous l'avez dit. Donc, moi, je pense qu'en réduisant à 17h30, du sortir à 17h30, alors le parent a le temps d'aller récupérer lui-même peut-être ses enfants, et les ramener à la maison ensemble. Et dans ce cas-là, les jeux brutaux, les promenades dans les rues, c'est parce que le parent va aller chercher lui-même ses enfants et rentre et suivre vraiment l'apprentissage des leçons. C'est fondamental pour notre société. Alors, professeur Onkou, dites-nous, les parents vont sortir désormais à 17h30, à partir de ce soir d'ailleurs, mais oui. Le corps enseignant, les écoles qui finissent les cours à 19h, les enseignants ne sont-ils pas des travailleurs du public? Les enfants qui vont sortir à cette heure-là, comment est-ce que les parents vont gérer cette situation? Non, quand vous parlez de sortir à 19h, ça concerne déjà ceux qui sont dans enfin, cela ne concerne pas les écoliers, en fait. Ça concerne déjà ceux qui sont dans les grandes classes, dans les collèges, dans le premier terminal, et ceux qui sont vraiment dans les écoles, universités et tout ça. Maintenant, si vous n'avez que... L'encadrement qui manque ici, ou qui manque vraiment au niveau des parents, c'est l'encadrement des scolaires. Non, professeur, il semble qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire que les professeurs d'université, les professeurs des collèges sont aussi des agents de l'État. Pendant que d'autres agents de l'État sortent à 17h30, eux, ils sont obligés de sortir à 19h parce qu'ils ont cours jusqu'à 19h. On a déjà une situation de 2 poids, 2 mesures. Les parents qui vont sortir à 17h30 vont devoir attendre 19h pour aller chercher les enfants. Comment est-ce qu'on combine cette situation? Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, je pense que dès la mise en œuvre de la mesure, je crois que ces insuffisances peuvent être progressivement corrigées de manière à ce que tous les acteurs intervenant dans le système de l'éducatif soient traités vraiment de la même manière. Je pense qu'on va y arriver, ça va réduire un peu les insuffisances vraiment à ce niveau.
Mais on aurait dû prévoir justement cette insuffisance et prendre les dispositions qui s'imposent, vous ne trouvez pas? Oui, mais justement, si on met, vous savez, lorsqu'il y a une réforme sociale, je crois que c'est la mise en œuvre de la réforme qui va nous permettre vraiment de voir un peu progressivement les dysfonctionnements et de pouvoir vraiment les mesures correctives. On ne peut pas trouver une solution qui peut résoudre tous les problèmes à la fois. D'accord. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Roncon. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités en gestion et économie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, très bien. Monsieur Oguchina, nous revenons sur ce plateau. Oui, on nous fait de grands gestes de l'autre côté, ça va. Vous avez écouté la réaction du professeur qui a également noté des insuffisances. C'est à croire que, bon, la commission qui a fait les travaux n'a pas fait des propositions par rapport à cela. Pourquoi vouloir lancer une réforme alors qu'on sait qu'elle est porteuse d'insuffisance? Bon, c'est comme je le disais au début, que même si cette réforme-ci ne touche pas encore ceux qui sont dans les établissements et lycées, l'étude dit que ça permet d'engranger quand même quelques ressources en termes d'économies effectuées. Donc, c'est déjà ça, la réforme, première chose. Deuxième chose, c'est comme toute réforme, il va y avoir ce que les enseignants appellent une phase de rémédiation et ça peut permettre de faire des ajustements, d'évaluer, d'ajuster, de corriger ce qui ne s'est pas bien passé. Donc, pour moi, je me dis que c'est une phase expérimentale qui pourrait être corrigée chemin faisant avec les insuffisances notées de part et d'autre, avec les difficultés rencontrées dans l'application de cette mesure-là. L'important, c'est d'espérer que ceux qui nous gouvernent soient suffisamment ouverts aux critiques pour qu'un certain nombre de choses soient prises en compte pour que la mesure profite à tout le monde. Voilà. Et pour que la mesure profite à tout le monde, vous avez commencé à en parler quand mon collègue vous a posé la question sur la presse. Nous n'avons pas les mêmes horaires de travail. Est-ce à dire qu'il y aura désormais des heures supplémentaires qui seront payées aux agents? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Ah oui? Vous savez que dans la presse, au niveau du secteur de la santé, par exemple, les gens travaillent en quart. Voilà. Donc, il vaut mieux regarder les choses comme ça et regarder les 8 heures de travail par jour, en réalité. Encore que chez nous, dans la presse, c'est difficile de quantifier parce que avant et après, nous sommes toujours en train de travailler sur un produit, sur quelque chose, une production, et c'est toujours difficile à évaluer. Donc, si vous avez un problème de santé, que vous allez à l'hôpital après 17h30, les gens vont vous prendre en charge. La mesure n'a pas dit de fermer les hôpitaux. Non, mais là, vous faites très bien de choisir cet exemple de la santé parce que dans le communiqué que j'ai lu tout à l'heure, il est dit que tous les agents sont scrupuleusement appelés à respecter. Non, je crois que si vous lisez ça comme ça, en tout cas dans mon esprit, le communiqué est libellé de cette façon. Je ne comprends pas ça comme ça. Et je pense que dans l'esprit de ceux qui ont rédigé ce communiqué, ils ne peuvent pas le comprendre comme ça, sinon ça va être l'hécatombe. C'est ça. Vous imaginez qu'on tombe malade après 17 heures, qu'on aille dans un centre de santé et qu'il n'y ait personne de santé. Donc pour moi, je pense qu'il s'agit de fonctionnaires, d'administratifs. Mais ceux qui ont l'habitude de travailler en quart, le monsieur il vient à 14 heures, il sort à 21 heures, ainsi de suite, ils vont continuer par travailler dans cette position. Mais il aurait fallu donner une certaine ouverture à ce communiqué plutôt que de dire tous les agents publics sont en conséquence invités au respect scrupuleux de ces nouveaux horaires. Bon, je crois que ceux qui ont rédigé le communiqué peut-être viendront s'expliquer, mais pour moi et dans mon entendement, le communiqué ne veut pas dire que quand je vais à l'hôpital à 17h30, je ne suis pas pris en charge. Je dois être pris en charge, ça fait partie des droits élémentaires de l'homme. Je dois être pris en charge. Et l'organisation dans les centres de santé, l'organisation le permet. Parce qu'en dehors des administratifs qui travaillent comme les fonctionnaires, les autres, ils sont là, ils tiennent leur garde. Tout à fait. Et donc, les agents peuvent être pris en charge. Amel, on a entendu des agents de l'administration publique qui disent « Désormais, à 17h30 pile, je prends mon sac, et plus rien ne m'arrête, je m'en vais, quelle que soit l'urgence qu'il y a. » Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Bon, finalement, vous venez à moi parce que je me retrouvais déjà comme téléspectateur sur le plateau. Bon, allons-y alors. Non, mais je crois qu'on ne va pas faire de l'esprit.
On ne va pas faire de l'esprit. Avant, c'était rigoureux, 12h30, 15h, et pourtant on travaillait à des heures. On travaillait du matin jusqu'au soir, parce qu'il faut comprendre, en arrivant dans une maison de médias pour travailler, vous devez comprendre que les gens suivent la télévision à tout moment, et donc il faut produire des émissions à tout moment. C'est la même chose pour les questions de santé. Et je crois que c'est vrai, on peut reprocher à la loi de ne pas laisser une ouverture pour les spécificités, mais dans le même temps, on doit pouvoir comprendre qu'une loi, ça prend en compte d'abord les généralités, et au niveau des spécificités, on prend d'autres dispositions pour les spécificités. Et donc, le problème ne se pose pas, à mon niveau, le problème ne se pose pas du tout. Vous avez évoqué une question de lacunes. Pourquoi on laisse quelques lacunes et on va corriger après? Tous les tests dans le monde fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, on définit d'abord des normes, on suit les tests, on voit les faiblesses, on corrige au fur et à mesure. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons rapidement passer à la lecture des messages. Vous êtes pressé de me prendre la parole, mais tout à l'heure, vous n'étiez pas pressé de me donner la parole. Ahmed Dosoukago, vous êtes un habitué du plateau. Mais je ne suis pas un téléspectateur. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous dites de très belles choses. Et comme c'est pour la première fois, non, il ne s'agit pas de me qualifier. Je dis, donnez-moi le temps de parole. Non, je sais que c'est pour nous taquiner que vous le dites. Nous allons rapidement lire les messages parce que le temps, il file. Ouais, absolument. Il y a Romary Kenouboyo qui a dit ceci. Salut, ici, on va tous s'y habituer et vivre le retour aux habitudes actuelles d'ici 6 mois. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et il dit parce que je trouve que le décalage est trop peu. On aurait dû opter pour des journées continues jusqu'à 16h30 avec 1 heure de pause. Le boulot commence à 7h. Et mieux, l'administration serait plus efficace et nous aurions un peu plus de temps à consacrer au ménage. Un autre message qui dit ceci, il aurait fallu réfléchir à tous les paramètres avant d'annoncer les nouveaux horaires. Moi, j'aurais souhaité que la journée finisse à 16h ou 16h30 pour un changement significatif. 17h30 n'est pas assez décalé de l'actuelle version pour que je puisse espérer voir les pères rentrer un peu plus tôt. Voilà. Bon, voilà, attendons de voir. Et il y a un autre qui dit, en revoyant l'heure de sortie du boulot, on est déjà heureux de savoir que les travailleurs ne sont pas oubliés. Cependant, je partage l'avis de ceux qui ont écrit avant moi et qui estiment que fermer les bureaux à 16h aurait été l'idéal. Ainsi, les parents pourront rentrer tôt et passer plus de temps avec leurs enfants et mieux les suivre d'ailleurs. Car l'un des problèmes majeurs qui occasionne le fourvoiement des enfants et adolescents, c'est le manque de temps des parents pour les enfants dû au travail et aux obligations sociales des week-ends. Ce qui est sûr, après quelques mois, tout le monde s'habituera à cette nouvelle règle. Un autre message qui dit ceci, moi j'aurais voulu que ce soit 16 heures de sortie, l'heure de sortie. Il n'y a pas de différence entre 17h30 et 18h30. L'autre chose est qu'il existe des entreprises qui ne pourront pas respecter ces horaires du fait de leur spécificité. Les organes de presse, par exemple. Le gouvernement est-il prêt à payer les heures supplémentaires quand le travail oblige à rester au-delà des nouveaux horaires? Voilà la question. Déjà des revendications que cette décision suscite. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de ce débat. Armel Dosoukago, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin. Faire des propositions en tant que syndicaliste aussi qui doivent concourir à l'amélioration de cette décision que vous aussi vous avez saluée à l'entame de votre intervention. Oui, la première chose, je voudrais dire à ceux qui ont écrit ou ont envoyé des messages, on ne peut pas prendre tout en compte. La deuxième chose, ramener l'heure à 7 heures, nous allons retomber dans le même travers. Il ne faut pas déplacer le problème. Lorsque vous parlez de 7 heures, ça veut dire que des gens doivent se lever à 5 heures du matin, de la maison à 4 heures du matin. Je crois qu'on n'aurait pas réglé le problème. Parce que le problème, on l'a déjà dit, c'est d'abord être avec les enfants. Deuxième chose, il faut que le fonctionnaire se repose assez pour être productif et tout le reste. Il faudrait que nous restons. Et je crois que si on doit rester dans cette logique-là, 8 heures à partir de 8 heures ou dans le pire des cas à partir de 7h30 au plus. Mais finalement, au niveau de l'Organisation internationale du travail, est-ce qu'il ne faut pas réduire l'heure de 8 heures à 7 heures de travail pour que cela soit universellement oui, mais le problème que ça pose, c'est que, et quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, nous ne sommes pas un pays riche. Et nous avons un budget essentiellement fiscal. Oui. Et vous savez que c'est tant que les fonctionnaires travaillent
que nous aurons des ressources. Tout à fait. Dès qu'on ferme le port, c'est-à-dire le week-end, par exemple, nous avons beaucoup de manque à gagner si le port ne fonctionne pas. Parce qu'il y a les bateaux qui sont là, qui peuvent déverser et nous allons prendre des ressources, mais nous ne pouvons pas le faire parce que les fonctionnaires sont au repos. Et donc, lorsque vous élargissez le temps de repos, c'est que l'État perd en termes de ressources. Et nous ne pouvons pas demander que l'État nous donne plus d'argent et demander, et dans le même temps, travailler à ce que l'État ne gagne moins d'argent. Donc, il faut quand même essayer de trouver la formule. Par exemple, là, pourquoi ne pas diminuer encore 30 minutes sur l'heure de pause et ramener ça à 17h, par exemple. Ça encore, c'est possible à mon niveau. Mais comme je vous le dis, il faut tenir compte des arguments que j'ai avancés au début, c'est-à-dire que dans les villes autres que Calavi et Cotonou, les gens rentrent à la maison, donc il faut qu'ils aient le temps. Et même à Cotonou et à Calavi, les boulots où les gens n'ont pas de cantine, il faut bien que les gens se déplacent, aller manger et revenir, parfois sous le soleil. Et donc, quand ils reviennent, il leur faut quand même 15 minutes, 30 minutes pour fermer les yeux, pour être encore plus en forme. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Ahmed Dossogago, notre chef d'édition, nous fait de grands gestes. Le temps est parti. Oui, le temps est parti, mais je vais permettre à M. Koundé d'avoir son mot de fait aussi. Non, je pense que c'est une décision qui est salutaire, que nous ne perdons rien à l'expérimenter, et qu'on ait le courage de corriger les faiblesses que l'application va révéler pour que tout le monde trouve son compte, comme je l'ai dit. Donc voilà ce que j'ai à dire en guise de conclusion. Infiniment merci, Koundé Ogouchina. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la Radio Nationale du Bénin. En face de vous, il y avait Armel Dossogago. Il est syndicaliste. Tout à fait, il est même membre du syndicat de notre maison. J'oubliais le titre, son titre. Oui, c'est Centrap Bénin. Voilà. Oui, secrétaire aux revendications syndicales. Voilà. Tout à fait. Nouvelle mandature. Oui. Merci à vous.